Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer, aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, épisode 53, si je ne m'abuse, c'est bien, on a lancé la lancée jusqu'à l'épisode 100. À l'épisode 100, on sait pas ce qui va se passer. C'est un peu comme l'an 2000 ou l'an 2012, tu sais, la fin du monde, tout ça. Épisode 100, c'est l'épisode mythique. Voilà, on va le garder comme ça. Et une fois qu'il arrivera, il faut que je me taise, sinon je vais mettre la pression, je vais devoir faire un gros épisode et tout ça. On n'y est pas encore. Chaque semaine après semaine, cet épisode-là est un petit peu en retard, mais il a le mérite il a le mérite d'exister, je trouve, parce que j'étais assez occupé. Et puis là, je l'enregistre à la dernière. Mais j'ai bidouillé, entre guillemets, un petit sujet, mais un sujet bien. C'était sur ma liste de sujets, tu sais, j'ai une liste de sujets avec pas mal de petits idées d'épisodes, avec quelques notes à ce propos, et je garde ça sous le coude au cas où il faut que je sorte un truc de mes fesses à la dernière minute. Voilà. Et en plus, je pense que ça va être quali. Je suis sûr que ça va être quali. On va parler de minimalisme aujourd'hui. Je vais parler de minimalisme parce qu'en fait, je suis tout seul et j'espère que ça t'intéressera ce que je vais raconter. Le minimalisme, alors le minimalisme c'est parce que il faut bien lui donner un nom, hein. Je vais évidemment pas parler d'un sujet général duquel je ne sais pas pourquoi j'en parlerai. Je vais parler de mes expériences. En fait, je m'apparente beaucoup à certains concepts, certaines façons de vivre qu'on retrouve dans le minimalisme, quelque chose, un espèce de mouvement, une a way of life, tu vois, qui a été assez démocratisé, popularisé sur Internet, bien entendu, ces dernières années pour différentes raisons. Il y a eu des reportages, il y a eu des petites vidéos buzz, il y a eu pas mal de youtubeurs, même de créateurs de contenu qui se sont, entre guillemets, spécialisés là-dedans et qui ont créé des chaînes autour de cela. C'est un mouvement qui est suivi par des gens et forcément, qui dit mouvement, dit sentiment d'appartenance, dit certaines personnes peuvent pousser ça un petit peu plus ou moins loin, hein. Plus ou moins loin. On va en parler un peu dans cet épisode. L'idée, ça va être de le décomposer en 3 parties, on dira 3 parties vite fait comme ça. La première, c'est que je vais aborder les points dans ma vie où j'ai l'impression d'avoir adopté un comportement minimaliste. Pourquoi, hein, je vais expliquer pourquoi j'ai fait ça, comment est-ce que je me ressens à ce niveau-là dans ces différents domaines de ma vie. Et puis ensuite, on va voir les points positifs, les points négatifs liés à tout cela. Et évidemment, je me base entièrement sur mes expériences pour parler de ça. Mais c'est quand même quelque chose que j'ai cultivé plus ou moins consciemment toutes ces dernières années. Au bout d'un moment, on m'a appris que ça s'appelait le minimalisme. Du coup, je me suis dit que je pouvais donner un nom, entre guillemets, à cette façon de faire ou de penser. On dira que j'ai plus ou moins toujours eu, mais ouais, clairement, j'ai renforcé ça ces dernières années dans un monde toujours plus bruyant, toujours plus rempli, toujours plus poussant à la consommation et à la possession d'objets, hein, et de plein de choses. Eh bien, c'est vrai que je me suis bien retrouvé là-dedans, dans cette idée d'avoir moins, que ça soit physiquement ou à différents niveaux, et de se sentir mieux, d'avoir l'impression de vivre plus avec moins. On va parler de ça dans cet épisode. Et c'est pas la première fois que je parle de minimalisme ou que je crée à propos du minimalisme. J'en ai fait une vidéo, ça fait un bail maintenant, hein, ça doit faire 2 ans, 1 an et demi, 2 ans je pense. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle « Je deviens minimaliste, je jette tout ». Voilà, un titre un petit peu provocateur comme ça, bien entendu avec une miniature où je suis à moitié à poil dans un appartement vide. Et oui, j'avais profité de mon déménagement, j'avais profité de mon premier déménagement, gros déménagement dans ma vie, où j'ai déménagé avec mes parents toujours, mais à un autre endroit, pour me débarrasser pour appliquer encore plus tout ce que j'avais, tout ce qui commençait de plus en plus à me tenir à cœur. J'avais profité pour en faire une vidéo dans laquelle je parle de cela, déjà, de façon assez générale. Je m'étais inspiré par un YouTuber qui s'appelle Matt D'Avella, un mec qui a justement percé. Il y a une de ses vidéos sur le minimalisme qui a percé, qui a fait des dizaines de millions de vues.
qui est très très cool et qui avait, voilà, c'est un petit peu ça qu'il a lancé. Aujourd'hui, le mec a 3 millions d'abonnés et quelques. Il parle plus de développement personnel aujourd'hui que de minimalisme. Il sent le vent tourner un petit peu. C'est vrai que c'est pas que ça devient démodé, c'est juste que ça devient moins viral d'en parler. Mais sa chaîne est très très cool. Il parle de dev perso, forcément, moi ça me plaît. Et la vidéo en question, ainsi que la mienne, je vais la mettre dans les notes de l'épisode. Toutes les ressources que je vais mentionner dans cet épisode, et je pense qu'il y en aura pas mal, mine de rien. Je vais tout mettre dans les notes de l'épisode, dans la description de la vidéo YouTube de l'épisode, parce qu'il y a également 2 documentaires Netflix que j'ai vus, que j'ai beaucoup appréciés, surtout le premier, qui ont d'ailleurs été réalisés par ce même YouTuber qui est aussi réalisateur et qui star, il y a dans ces documentaires, il y a 2 mecs qui s'appellent The Minimalists, tu vois, les mecs qui se sont carrément donné ce nom-là et qui ont aidé à faire connaître ce mouvement, bien sûr, et qui capitalisent pas mal dessus d'ailleurs, on va en reparler un petit peu après. Donc voilà, minimalisme, c'est quand même quelque chose qui me plaît bien. Je n'aime pas personnellement avoir l'impression d'avoir beaucoup de choses auxquelles faire attention. En fait, le fait d'avoir peu de choses dans sa vie, je trouve, dans ma vie, hein, évidemment, je parle pour moi, comme d'habitude, le fait d'avoir peu de choses dans ma vie, j'ai l'impression que ça me laisse plus de place. Littéralement, tu vois, plus de place physiquement, plus de place dans ma tête. Et franchement, avoir de la place dans sa tête, c'est vraiment cool. Ne pas avoir l'impression qu'il y ait des machins qui traînent. Tu sais, ces trucs qui traînent tout au fond de ta tête, qui surgissent de temps en temps. Et là, tu te dis, ok, ouais, en fait, non, j'ai pas envie de penser à ça. Du coup, tu les réenfouis. Mais ça n'empêche qu'ils sont toujours là. Ils ont toujours une espèce de petite aura comme ça dans le fond qui peut éventuellement, plus ou moins consciemment, t'affecter au quotidien, affecter ton humeur, affecter tes relations avec les autres, voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Je vais commencer par parler du coup rapidement, je pense que tu as compris un peu le concept, hein, c'est de ne pas posséder trop de choses, de ne pas avoir beaucoup, dans différents domaines, que ça soit évidemment les possessions physiques, mais dans d'autres domaines un petit peu moins matériels également. Je vais en parler un petit peu, je vais parler de comment est-ce que j'ai l'impression d'avoir intégré certaines composantes du minimalisme dans ma vie actuelle. Je vais commencer par ma vie sociale. Et ouais, je vais pas commencer par mes possessions physiques, ce serait trop simple. Je vais parler un petit peu de mon entourage et de tout ça. C'est vrai que j'aime pas plus que ça les relations de surface, en fait. Tu vois, les relations avec... ouais, on va dire ce qui est, les relations avec ses potes, tu sais, ses potes qui sont des potes, qui sont pas des amis, qui sont des potes, vite fait, quoi. Tu les connais, quand tu les vois, tu les salues, des fois, et tu fais des soirées avec. C'est des potes de potes, ce genre de personnes qui sont sûrement très très cool, mais qui n'ont pas une place ultra importante dans ta vie, quoi qu'on en soit. J'avoue ne pas avoir d'intérêt personnellement à essayer d'entretenir ces relations ou de les développer quand j'ai pas l'impression que c'est gagnant-gagnant en fait de développer cette relation. Donc voilà, en plus de plus en plus ces dernières années, évidemment quand j'étais étudiant, j'avais énormément de potes vite fait comme ça. Et c'était pas dur d'entretenir ces relations, tu vois, quand tu vois souvent les personnes, quand tu vas en cours, en soirée ou tu fais des événements, tu les croises dans les couloirs, salut, ça va, blablablou, blabli, tu vois, ce genre de ça me fait penser à Joey dans Friends qui essaye de parler français. Je m'appelle Claude. Mimami Blue. J'ai revu ça l'autre jour. Bref, si t'as pas vu Friends, tu vas pas comprendre. Sinon, je vais passer parce que c'est pas le sujet, hein, mais ça m'a fait penser à ça. Bref, tout ça pour dire. Quand j'étais étudiant, j'avais plein de potes, j'avais plein de connaissances, de relations de surface un peu superficielles. T'as l'impression de connaître, parfois tu peux avoir l'impression de connaître beaucoup de gens. Mais en fait, moi je les connaissais pas ces gens, hein, clairement. Si tu me poses la question, des amis, pour moi les amis c'est ceux à qui tu dis des trucs perso, c'est ceux à qui tu dis des choses, t'as pas envie que ça se sache publiquement. Des vrais amis, tu peux leur dire, idéalement, moi j'ai des meilleurs amis, mes 2 meilleurs amis que j'ai depuis très longtemps, que j'ai toujours aujourd'hui et dont j'ai envie d'entretenir la relation. Eux, je peux tout leur dire, littéralement. Il n'y a rien que je peux pas leur dire. Eux, je leur dis plus de trucs qu'à ma famille. Typiquement, ma relation avec ma famille, elle est ce qu'elle est, mais les secrets les plus intimes, je les ai jamais partagés avec des membres de ma famille. Par contre, avec mes meilleurs potes, oui. Et ça, c'est génial. D'avoir quelqu'un comme ça dans sa vie, c'est génial. Et justement, à partir du moment où j'ai l'impression d'avoir des personnes comme cela dans ma vie,
eh ben, j'ai pas besoin d'en avoir 15 millions d'autres non plus, tu vois. Eux, ils font le taf, entre guillemets. Moi, je suis là pour eux, eux, ils sont là pour moi. C'est une super relation donnant-donnant, gagnant-gagnant, et j'ai l'impression que tout le monde s'y retrouve là-dedans. Ce genre de relation de meilleurs potes, tu sais, c'est cette relation géniale où il n'y a pas d'attente les uns vis-à-vis des autres. Genre, mon meilleur pote, si je lui parle pas pendant 3 semaines parce que je suis sur des tournages, sur des bails, bah, il s'en fout, tu vois. Quand je reviens, il est toujours là. Pareil, ça n'a pas changé. Il n'y a pas besoin de prendre des pincettes. Il n'y a pas besoin d'être aux petits soins de la relation. C'est un truc posé. C'est vraiment des fondations extrêmement solides qui dureront pour toujours, je l'espère. Donc voilà, quand je suis passé de étudiant à vie pro, eh bien, toutes ces relations de surface sont mortes. Je vais pas, j'exagère un petit peu, mais j'en ai entretenu aucune. Clairement, je me suis pas, c'était pas important en fait. J'avais pas envie d'avoir trop de gens auxquels j'avais l'impression d'avoir à rendre des comptes ou à me tenir au courant. Tu vois, les gens qui m'ont pas écrit, moi je leur ai pas écrit. Bref, tu vois, j'ai l'impression que c'était important pour personne au final. Donc voilà, aujourd'hui j'ai mes meilleurs potes, j'ai des très bons amis autour de mes meilleurs potes. J'ai eu une copine un temps, ça c'était très important aussi. Ma famille, quelques collègues, quelques associés, et c'est tout. Voilà, je reste ouvert aux nouvelles rencontres. Si je me sens inspiré par une personne, si je sens qu'il y a un vrai échange bilatéral de valeur en la présence de cette personne, c'est-à-dire j'ai l'impression de lui apporter quelque chose, j'ai l'impression qu'elle m'apporte quelque chose, peu importe ce que c'est, tu vois, ça veut pas dire quelque chose qui sert les intérêts de X ou Y, ça peut juste être, tu te sens bien avec ce pote, c'est un très bon pote parce que je le vois en soirée et à chaque fois que je le vois en soirée, de temps en temps, c'est très très bien, on s'amuse bien, tu vois, il y a différentes personnes dans ton entourage qui ont différents rôles, je pense. Tout le monde n'est pas mon meilleur ami et t'as pas besoin d'être mon meilleur ami pour avoir une place dans mon entourage, mais c'est assez limité, hein, vraiment ça se compte. Voilà, moi je le dirais ouvertement, aujourd'hui j'ai pas beaucoup de potes, clairement, j'ai très peu de potes, très peu d'amis. Très peu, tu vois, je sais pas, vraiment mes meilleurs, je sais pas, une dizaine, quoi, une petite dizaine, si vraiment je devais réduire ça. Et ça me va très bien, j'aime bien ne pas avoir à entretenir trop de choses. C'est vrai que j'ai aussi, mon travail prend une place importante dans ma vie, je priorise un petit peu comment je passe mon temps, et c'est clairement volontairement que je n'entretiens pas je ne cherche pas à développer beaucoup plus de relations sociales. Et puis mon travail fait que je suis très souvent tout seul chez moi, donc j'ai aussi moins l'occasion de rencontrer des gens. Et puis ça, c'est moi qui me suis mis dans cette position. J'aime bien être seul. Je suis introverti, je n'aime pas trop parler Enfin, c'est pas que j'aime pas trop, c'est que c'est pas ultra naturel pour moi que d'aller parler à des gens que je ne connais pas non plus. Toujours, et j'aime bien être seul, tout simplement. Donc voilà. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que j'ai dit dans une interview que j'ai faite récemment pour un autre podcast qui s'appelle podcast Extraterrien. Le mec s'appelle Bart, son podcast, il a plus de 100 épisodes. Le mec, c'est un beau gosse, il n'y a pas de doute. Il interviewe énormément d'athlètes et maintenant un petit peu des créateurs de contenu et sportifs et tout ça. Et dans son épisode, il m'avait demandé qu'est-ce que j'ai envie de faire là maintenant ces prochaines années, c'est quoi mes plans. Et j'avais dit, sauf erreur, et c'est vrai, que j'avais envie de maintenir au maximum le contrôle sur mon temps. C'est-à-dire que j'ai pas envie que d'autres personnes que moi-même puissent décider ce que je fais de mes journées. Ça, c'est ce que j'ai envie de développer. Si je dois le résumer à une seule chose, encore plus ces prochaines années. Et voilà, c'est ça. J'ai pas envie que des personnes dans mon entourage puissent entrer dans mon entourage sans que moi j'ai mon mot à y dire, tu vois, du style un patron, un collègue, ce genre de choses. J'ai la chance aussi de garder un contrôle très fort sur mon entourage. Et donc, ça, c'est cool. Si cette interview que j'ai faite t'intéresse, je parle de mon parcours, je parle de pas mal de choses, certaines que tu connais déjà, certaines que je n'avais jamais racontées. Dans l'ensemble, c'est quand même une présentation de moi et on parle pas mal de dev perso et de business. Je mets ça aussi dans les notes de l'épisode. Deuxième partie de ma vie où j'aime avoir un comportement minimaliste, c'est dans ma pratique sportive. En fait, au tout début, quand j'ai commencé le sport, je lisais tous les livres, j'étais à fond dans le bodybuilding. C'est vraiment une glorification de ouf de ce que je faisais parce que j'avais zéro résultat, j'en ai déjà parlé. On peut pas dire que je faisais du bodybuilding, tu vois. Mais je lisais des magazines, des articles, des blogs, des trucs avec des bodybuilders qui me disaient il faut manger 6 fois par jour, il faut faire plein de trucs, il faut faire 14 exercices pour cibler tous les angles de tes biceps, mon pote. Et je me suis bien séparé de tout ça ces dernières années. Clairement, je préfère beaucoup plus aujourd'hui me concentrer sur les 20% qui me donnent 80% des résultats dans le sport parce que je n'ai pas d'ambition extrêmement
voilà, pousser en ce qui concerne le sport. J'ai pas envie d'être dans le top 5% de ma discipline. Même le top, je sais même pas ce que ça représente comme niveau, on dira. Voilà, j'ai pas d'énormes aspirations sportives, et donc j'ai plus envie, je l'ai fait, mais j'ai plus envie d'avoir à compter absolument tout ce que je bouffe, à faire super attention, à bien faire calibrer mes entraînements de A plus B égale Z à chaque fois, tu vois, histoire de précisément tout contrôler, et aller chercher les derniers pourcents d'optimisation, soi-disant. Mais à quel prix ? À quel prix est-ce qu'on peut aller chercher les 20% qui restent ? Je me suis rendu compte que le prix, c'était du temps, de l'énergie, des efforts mentaux que j'avais pas envie d'investir là-dedans, en fait. Parce que c'était évidemment rendement dégressif. Pour aller chercher les 20 derniers pourcents, il faut mettre d'autant plus d'efforts, de temps, d'énergie. Et ça, j'en avais déjà parlé dans un épisode de podcast précédent également, qui s'appelait... le rien qui fait toute la différence, quelque chose comme ça. Je parlais un petit peu de tout ça. Donc là, clairement, voilà, j'ai mes gros exercices, les tractions lestés, les dips lestés, les gros exos de muscu, les squats, le soulevé de terre, les figures de street workout que j'entraîne. Moi, j'ai un programme un peu mixte, hybride, ces temps. J'aime beaucoup la muscu, j'aime beaucoup le street. Et je me maintiens bien, et j'ai envie de maximiser mon plaisir que je prends dans mon sport, tout en maintenant le fait que mon sport puisse soutenir mon travail, que je puisse filmer des vidéos à propos du sport, etc. Et ça me va, je cherche vraiment pas plus loin que ça. Prochaine catégorie, c'est dans mes possessions matérielles, bien entendu, ça j'en ai déjà parlé, et c'est limite assez fièrement que j'en parle, tu vois. Je me rends bien compte que je suis assez fier de ne pas posséder beaucoup de choses, c'est limite... Il y en a qui se la pètent d'avoir des grosses caisses, des grosses montres, des vêtements avec des marques et tout ça. Et moi, si j'ai envie de caricaturer, si j'ai envie de m'attaquer moi-même un petit peu, j'aurais tendance même à dire que moi, je suis à l'opposé. C'est limite, je me complais dans le fait d'avoir une caisse de merde, tu vois, littéralement. J'en suis assez fier, et je le ressens, tu vois. La preuve, j'en parle, c'est que clairement, j'ai mis le doigt dessus, et que je reconnais me complaire là-dedans. Donc, j'essaie de pas en abuser, parce que j'ai pas envie d'être ce mec qui fait genre, entre guillemets. Mais je m'observe. J'aime bien m'observer, tu sais. Je m'observe me comporter de temps en temps et me dire « Ouais, je suis trop content d'avoir ce vieux t-shirt dégueulasse que je mets depuis 10 ans. » Et que j'ai toujours, tu vois, là, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Et du coup, j'aime bien ne pas avoir beaucoup de choses. J'aime bien ne pas avoir beaucoup de vêtements. Ne pas avoir beaucoup de choses chez moi, clairement. J'ai déménagé il n'y a pas si longtemps dans un nouvel appartement. Dans un assez grand appartement d'ailleurs, et il est relativement vide, cet appart. Il est relativement vide, et j'adore, ça me plaît trop. Déjà, j'ai la chance d'avoir des armoires qui sont intégrées au mur, donc j'ai pas de meubles en fait. Enfin, j'ai pas besoin de meubles. Mes meubles, ça qui est fou, mon étagère et le meuble télé, les 2-3 commodes que j'ai gardées parce que j'ai de la place mais qu'elles me servent à rien, eh ben, il y a rien dedans. Il y a que dalle dedans. J'ai tout mis dans les armoires. Comme ça, il y a rien. Tout est minimaliste, tu vois. J'ai peu de meubles et j'aime bien avoir de l'espace. J'ai pas envie de me sentir compressé. Et c'est pareil au niveau de mes vêtements. Je me suis rendu compte clairement que je m'en fous. Alors vraiment, moi, les vêtements, je m'en fous de ce que je mets. C'est limite, quand je dois choisir des vêtements, je pense plus à la conséquence sociale de ça. C'est-à-dire... je m'habille un petit peu quand je sors parce que des gens vont me voir et que j'ai pas envie d'avoir l'air d'un mec qui est en vêtements de sport H24. Mais quand je suis chez moi, je suis en vieux vêtements de sport MyProd, tu vois, je m'en fous, littéralement. Alors que j'ai un vieux costard, il est tout neuf, hein, je l'ai mis 3 fois, le costard que j'ai acheté à la fin de mes études parce que je devais aller faire des entretiens d'embauche pour aller travailler dans une banque. Je l'ai toujours, je sais pas si je rentre toujours dedans, je sais pas si j'ai pris un peu des épaules ou pas, j'espère un petit peu quand même. Mais je l'ai toujours, mais forcément, je le mets jamais, tout comme les chemises, parce que déjà les chemises, il y en a aucune qui me va, hein, c'est toujours galère, il faudrait que j'aille en faire peut-être sur mesure, parce que pour que ça aille aux épaules, mais que ça soit pas trop large à la taille, c'est galère. Et donc je mets toujours les mêmes t-shirts, les mêmes trucs. Mais même si je m'en fous de ma voiture, typiquement, en plus ma voiture elle est morte, je vais devoir en racheter une, et ça me saoule énormément d'avoir à racheter une voiture, parce qu'elle était très pourrie, je m'en foutais, je pouvais la foutre dans des murs, ça me dérangeait pas. Et là, du coup, je vais reprendre une voiture d'occasion que je vais pouvoir traiter pareil, mais je vais quand même pas prendre un truc aussi pourri que la vieille Clio que j'avais. J'aimerais bien un truc avec un autoradio qui fonctionne, tu vois. Moi, ça faisait 3 ans que j'ai plus de musique dans ma voiture.
Je mettais tout au téléphone avec des écouteurs et tout, mais en fait, c'est vrai que de pouvoir genre brancher son téléphone pour le recharger, c'est quand même un truc que j'aimerais bien avoir dans ma voiture, je reconnais. Donc je vais upgrade un tout petit peu, mais j'ai surtout pas envie de prendre une voiture chère. Ça, on va y revenir un petit peu dans les points positifs que je trouve là-dedans. Mais voilà, après, je te dis, mes vêtements, je m'en fous, j'ai quelques t-shirts, je mets toujours les mêmes. Quand j'ai déménagé 2 fois, mes tiroirs, j'ai tout viré. Hein, j'ai tout donné. Je me souviens, il y a une association pas très loin de chez moi qui récupère tout pour les rendre à des personnes qui en ont plus besoin que ceux qui les donnent. Et j'étais balancé tous mes trucs. J'ai même balancé 2 costards parce que j'avais plusieurs costards. J'ai tout balancé quand je suis allé déménager. Je me suis dit, purée, ces trucs qui traînent dans mon armoire, je ne les utilise jamais. Mais voilà, après, ça veut pas dire justement que tout doit partir, que tout doit se barrer. Et ça, on va y revenir juste après dans les points positifs et négatifs parce que c'est quelque chose d'important à propos du minimalisme et de tous ces mouvements, justement, c'est les extrêmes. Les extrêmes, les étiquettes, les contraintes personnelles qu'on peut s'imposer à propos de « tiens, moi je suis cette personne, moi je suis minimaliste, moi je suis vegan » et du coup tu te contrains peut-être parfois à pousser les choses un petit peu trop loin, et ça c'est complètement subjectif, donc un petit peu trop loin, ça veut dire qu'éventuellement tu te rends compte que toi-même t'es allé trop loin, et donc c'est la preuve que c'était trop. C'est pas parce que quelqu'un te dit que c'est trop pour toi. Ça j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais à mon avis quand quelqu'un te dit que c'est trop, c'est que c'est trop pour lui, c'est que lui ou elle n'aimerait pas ça pour lui ou elle, mais voilà, ça ne dépend que de toi d'estimer ce qui est assez pour toi. Évidemment, on prend le feedback et les opinions des personnes, mais ouais, j'en avais parlé dans cet épisode qui s'appelle « Commence par toi », donc je ne vais pas blablater dessus. Mais tout ça pour dire qu'il y a clairement des choses que j'ai gardées et qui ne me servent à rien, que je n'utilise absolument pas, mais que j'ai gardé, qui m'encombrent, entre guillemets, des tiroirs. Mais c'est parce qu'il y a une forte valeur émotionnelle autour de ces choses. Et j'ai pas eu le cœur et j'ai pas eu l'envie du tout de m'en débarrasser quand j'ai déménagé, même si je savais que j'allais jamais les réutiliser. Par exemple, mes jeux vidéo. J'ai gardé toutes mes anciennes Game Boy, ma Game Boy Pocket, Color, DS, 3DS, tous mes jeux, tous mes bails, tous ces trucs auxquels je m'interdis de jouer, même si je sais que, j'ai pas envie de jouer parce que si je joue à ça, si j'allume une de ces vieilles consoles, je vais être submergé par une vague de nostalgie tellement forte, à mon avis, que je préfère garder ça pour un moment où je me dis que ça me fera du bien d'avoir une vague nostalgie. Je me recommence une partie de Pokémon Rouge, tu vois, où oh putain, Pokémon Rouge, oh là là, Pokémon c'est toute ma vie quand j'étais jeune, j'ai trop aimé ça. Ça me rappelle tellement de bons souvenirs, j'aime tellement ces trucs. Ces Game Boy, ils sont usés, tu vois. De base, il était gris, là, tous les bords, ils sont toute la couleur, elle est partie tellement j'ai passé d'heures avec ce truc entre mes mains, tu vois, j'allais pas me débarrasser de ça, c'est pas possible. Donc voilà. Tout comme je ne suis pas vraiment minimaliste dans d'autres domaines de ma vie, typiquement avec mon entraînement, mon matériel d'entraînement. J'ai plein de matos d'entraînement qui traînent dans le coffre de ma voiture depuis toujours, enfin plus maintenant parce que j'ai dû aller jeter ma caisse et j'ai dû vider mon coffre, donc j'ai mis ça dans des sacs que je remettrai dans le prochain coffre, je pense. Mais j'ai plein de matos d'entraînement que j'utilise pas spécialement toujours, mais j'aime bien avoir beaucoup de ça, tu vois. Il y a cet aspect, t'as le droit d'être entre guillemets collectionneur ou passionné et être minimaliste en même temps. À mon avis, c'est bien pour ça que se coller des étiquettes, je pense pas que ce soit une super bonne idée, dans le sens où c'est pas une bonne idée si t'as l'impression que ça te contraint à un moment donné à faire des choses contre ton gré, justement. Et donc je suis peut-être minimaliste au niveau de mes vêtements, j'ai très peu de choses, je mets très peu de vêtements et j'aime beaucoup certains vêtements. Et par contre, il y a des trucs, j'en ai pas mal, des matériels d'équipement, j'en ai pas mal. Du matériel pour filmer, pour faire des vidéos et tout ça, j'en ai beaucoup aussi. Est-ce que j'utilise tout ? Pas nécessairement, c'est un petit peu mon petit kiff, tu vois, et puis je peux justifier ça en mode c'est mon métier, donc c'est pas grave si j'ai beaucoup de choses, mais voilà pour ça. Et la dernière petite catégorie que j'avais, c'était le minimalisme digital. Alors avec ça, j'ai encore un peu de mal, tu vois. Qu'est-ce que c'est le minimalisme digital ? Typiquement, quand tu vas voir des vidéos qui parlent de ça, ça parle d'applications, de pas trop d'applications sur son téléphone, d'avoir un bureau d'ordinateur bien rangé, tu vois. Ton bureau d'ordinateur, tu sais, l'espace d'accueil où tu as tes petits dossiers et tout ça, ça en dit pas mal sur le fait de est-ce que tu es minimaliste digital ou pas, tu vois, parce que certaines personnes
personnes, dont moi, il y a un certain temps, j'avais mon bureau, il était dégueu. Il y avait vraiment des trucs, il était bourré, il était rempli de trucs, tu vois. Il y avait des vieilles photos random, des documents bidons qui traînaient. Ça faisait 2 ans que j'aurais pu les supprimer, mais ils sont toujours là. Des trucs pas rangés, tu vois. Et ça, c'est un petit peu chacun qui voit à quel point il a envie d'être ordonné à ce niveau-là. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai plus beaucoup de trucs sur mon bureau, mais il y a toujours le vieux PDF qui traîne dans un coin du bureau pendant 3 mois. Tu sais pas pourquoi. De temps en temps, je le tège. Des fois, je remets. Ouais, tu vois. Voilà. À ce niveau-là, je me laisse un petit peu aller tranquillement. Au niveau des applications de mon téléphone, j'en ai viré beaucoup, mais ça n'empêche qu'il m'en reste pas mal et que j'utilise pas tout. Voilà. Donc, en termes de contrôle de consommation digitale, est-ce que je surconsomme digitalement ? C'est fort probable. C'est bien pour ça que je me pousse à me couper des réseaux de temps en temps, parce que avec le travail plus ma propension naturelle à juste bien aimer les réseaux sociaux, mine de rien, j'aime bien consommer ça comme tout le monde. C'est assez addictif, c'est assez cool, c'est stimulant. Voilà, c'est bien fait ces trucs, y a pas de doute. Voilà, là, je fais de mon mieux. J'essaye de me contrôler un petit peu à ce niveau-là. C'est vrai que je ne suis pas le roi du minimalisme digital non plus. Voilà, bon, ça c'était un petit peu pour la partie sur ma vie. Là, je vais parler un petit peu des points positifs que j'ai remarqués là-dedans. Pour moi, dans cette façon de faire, évidemment, comme d'habitude, tu vois, je fais un épisode de podcast, je te raconte un peu des trucs sur moi. L'idée, c'est que pendant que tu m'écoutes d'une demi-oreille en faisant autre chose de productif, eh bien que ça puisse faire naître quelques petites réflexions de ton côté que tu te demandes vite fait, hein, plus ou moins. Je te demande pas de faire une dissertation et tu fais ce que tu veux. Je te demande rien du tout au final. c'est toi qui décides d'écouter ça ou qu'est-ce que tu en tires pour toi. Mais c'est vrai que tu peux te poser un petit peu des questions. Tiens, comment est-ce que moi je me comporte là-dedans ? Est-ce que c'est important pour moi ? Est-ce que j'ai beaucoup de choses ? Est-ce que je les utilise ? Comment est-ce que je me sens là ? C'est bien de prendre conscience des choses. Je pense simplement. Tu vois, peut-être que tu as toujours été dans le bordel. Peut-être que tes parents, entre guillemets, ont jamais été très ordonnés. Il y a beaucoup de choses qui traînaient chez toi pour toujours. Et quand tu as emménagé dans ton appart à toi, tu as suivi le même comportement, mais c'est juste parce que tu l'as pas remis en question. Et que si vaguement une fois tu disais, tiens, mais pourquoi est-ce que c'est toujours en bordel ? Est-ce que j'ai envie que ce soit toujours en bordel ? Tu vois, j'aime penser que juste prendre conscience de pourquoi on fait certaines choses ou pourquoi certaines choses sont telles qu'elles sont alors qu'on a le contrôle dessus. Eh bien c'est intéressant. C'est pour ça que je t'encourage à juste essayer, comme d'habitude, de voir comment tu peux appliquer ce que je raconte à toi, à ta vie, à tes choix, à tout ce qui ne me concerne absolument pas. Voilà. Et donc j'en arrive au point positif que je trouve dans ce comportement minimaliste de ma part. Le premier, le plus intéressant, le mieux, celui qui me conforte le plus dans l'idée de faire ça, j'en ai déjà parlé rapidement, c'est que bien sûr, et là je parle surtout de se débarrasser de possessions matérielles, on dira, ça crée de l'espace physique, mais c'est dans la tête que ça fait limite le plus de bien. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir plus de place pour penser efficacement. Parce que vivre dans le bordel, j'ai pas l'impression que ça m'aide à profiter de ma vie. Et clairement, je l'ai fait. Tu vas regarder ma toute première vidéo YouTube. J'avais même pas rangé ma chambre, décor dégueulasse. Je me suis même pas dit, tiens, c'est peut-être important qu'il y ait pas du bordel à l'écran. Non, ça m'est pas venu à l'idée. Tu vas regarder ça, ma chambre était crade. Mon bureau, c'était un amas de conneries, hein, pour le dire. Je sais même pas ce qu'il y avait, des vieux livres, des compléments. Il y avait mes compléments alimentaires, il y avait plein de trucs plus ou moins inutiles. C'était avant mon premier gros déménagement qui a servi d'élément déclencheur en mode purée, j'en ai marre de toute cette merde qui traîne autour de moi en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a tout ça partout ? À quoi ça me sert ? Ça me sert à R, ça me sert à rien. Et c'est là que j'ai tout balancé, plus ou moins. Enfin, j'ai pas tout balancé, on est d'accord, mais je me suis débarrassé d'énormément de choses parce que j'ai fait un tri assez sévère. Et ça, on va en parler un petit peu dans la troisième partie de cet épisode. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de trucs. Mon bureau, il est beaucoup moins bordélique qu'avant. Il y a beaucoup plus de vide. Il y a beaucoup plus de vide dans mon environnement et je trouve ça génial. J'adore le vide. Le vide, c'est une forme d'ordre. C'est un genre d'ordre en fait. C'est quelque chose qui est nécessaire, je pense, dans certaines proportions pour maximiser notre santé mentale. Après, évidemment, les proportions de vide dont on a besoin dans la vie, ça dépend des gens, tu vois. Moi, j'aime bien le vide, j'aime bien l'ordre. Je m'en suis d'autant plus rendu compte ces derniers temps, notamment maintenant que je vis seul, parce que j'avais jamais vécu seul avant 2021, littéralement. Soit j'étais chez mes parents, soit j'ai vécu avec une ancienne copine. Et c'est seulement à 29 ans que j'ai commencé à vivre tout seul chez moi et que je me suis rendu compte en fait, c'est vraiment littéralement moi seul qui décide
qu'est-ce qu'il y a dans chaque pièce et quel est le status quo de chaque pièce. Est-ce que le status quo, c'est il y a des trucs qui traînent, la cuisine elle est sale, il y a des machins, tu sais pas pourquoi ils sont là? Eh ben non, même si c'était peut-être le cas avant, parce que évidemment avant c'était influencé par les autres personnes avec lesquelles je vis, et donc j'avais moins, même ça me venait moins à l'esprit de me dire tiens j'aimerais bien que ça soit autrement, parce que je me dis si c'est comme ça, c'est parce que c'est comme ça que ça plaît en moyenne à tous ceux qui vivent ici, ce qui est pas nécessairement le cas non plus. Mais depuis cette année, voilà, je me suis rendu compte que j'aime bien en fait quand c'est rangé, quand c'est raisonnablement propre. Clairement, je suis pas du tout maniaque de la propreté de mon appartement, mais il faut que ça ait l'air à peu près propre, et surtout quand c'est un peu rangé. J'aime quand il y a rien, ou quand il n'y a rien de visible. Littéralement, j'ai des armoires, alors elles ne sont pas toutes remplies, mais j'ai des armoires murales dans lesquelles j'ai un peu du bordel, forcément. Mais quand les armoires sont fermées, j'ai plus l'impression que ce bordel et encore, bordel, c'est relatif, j'ai plus beaucoup de trucs, mais j'en ai quand même, clairement. J'ai l'impression que ça ne me gêne plus. Alors que s'il est sur le même bordel que je possède tout autant, qui m'appartient tout pareil, s'il était dans un coin de la pièce par terre, là, j'aurais du mal. Je ne pourrais pas, travailler dans mon bureau. Moi, tous les jours, quand j'arrive... Ça, c'est ma petite routine actuellement. Je vais te balancer un petit peu mes petites routines, parce que j'aime bien avoir ces petites routines. Aujourd'hui, je me rends compte qu'elles m'apportent quelque chose, et c'est toutes des routines qui visent à mettre un petit peu d'ordre dans ma tête. Parce que là, oui, physiquement, c'est bien, mais c'est vraiment cet espace mental que j'apprécie énormément depuis que j'ai l'impression de ne pas avoir trop de possession, on dira, ou trop de choses qui traînent dans mon champ de vision, etc. Et la petite routine que j'ai, c'est que tous les jours, je viens dans mon bureau, je travaille devant mon bureau normal. Mon bureau, il est rangé. Mais tu sais, j'ai un chat. Et oui, Doudou, d'ailleurs, elle était en train de miauler derrière la porte, là, tout à l'heure. Doudou est un chat qui perd un petit peu ses poils. Moi, je passe beaucoup de temps devant mon ordi, je mange souvent devant mon ordi, voilà, tranquille. Je bois mes cafés, je fais mes trucs, tu vois. Enfin bref, l'ordi se salit, le bureau se salit. Tous les jours, il y a des poils de chat qui débarquent sur mon bureau parce que Doudou vient se mettre derrière l'écran de l'ordi et s'allonge derrière l'écran et passe devant l'écran pendant que je travaille, ou elle vient sur moi. Enfin, tu vois, elle fait sa vie, mais elle aime bien la faire avec moi. Et moi, j'aime bien parce que j'aime bien être avec mon chat chez moi, c'est clair. Bref, tous les matins, j'ai un petit aspirateur, tu sais, ces tout petits aspirateurs qui te permet d'aspirer deux, trois poils, quoi. Et tous les matins, je passe l'aspi sur mon bureau et sur ma chaise de bureau. Comme ça, il n'y a plus de poils qui traînent. Il y a plus de petites merdes, de petites poussières et tout ça. Et j'ai l'impression de pouvoir commencer bien ma journée. D'ailleurs, en parlant de routine matinale, pendant que j'y suis, parce qu'il y a deux petites choses que j'ai intégrées aussi. J'avais parlé de ma routine matinale dans un vlog sur ma chaîne YouTube mi-2020, sauf erreur, qui s'appelait 24 heures chez un youtubeur, chez moi. Et ma routine matinale, c'était, je me lève, je vais aux toilettes et je bois mon café, quoi. Voilà, c'est tout. Et là, j'ai rajouté quelques trucs. Maintenant, c'est pareil, je me lève, je vais aux toilettes, ensuite j'ouvre les stores, voilà, normal. Mais ensuite, je fais mon lit. Et ouais, je fais mon lit depuis que j'habite seul. J'ai pris l'habitude de faire mon lit tous les matins. Et c'est vraiment cool de faire mon lit. C'est vraiment cool de faire le lit. Et ensuite, je vais dans la cuisine et pendant que mon café coule, parce que le café, c'est toujours là, c'est toujours important, pendant que mon café coule, je nettoie la cuisine. Parce qu'en fait, tous les soirs, je cuisine et je mange, mais je ne fais pas ma vaisselle. Et là, tu vois, selon moi, il n'y a pas de mal. J'adore, en fait, manger le soir, ne pas faire ma vaisselle. La vaisselle, je la laisse dans la cuisine. Mais tous les matins, première chose que je fais après avoir fait mon lit et être allé pisser, tout ça, je vais faire cette vaisselle et je la mets à sécher, ou je range la cuisine. Et en fait, ce que j'aime bien à faire ça le matin, c'est que c'est des petites victoires, c'est de l'ordre, ça me lance dans ma routine de la journée. Tu vois, je me lève, aller aux toilettes, c'est pas très compliqué, c'est pas une énorme victoire, on est d'accord. Par contre, faire mon lit, avoir ce lit qui est propre, qui est rangé, à chaque fois que je vais dans ma chambre, que je regarde dans ma chambre pendant la journée, je vois, la chambre, elle est propre, il n'y a pas de trucs qui traînent par terre, des fois il y a des vêtements, mais voilà, rien d'énorme. Mon lit, il est fait, il n'est pas dégueulasse en boule, et la cuisine, elle est propre, et surtout, je l'ai fait, j'ai nettoyé ça, je suis passé de 0% accompli à 100% accompli sur des petites tâches qu'il faut faire, parce que ça fait partie de ce qu'il faut faire dans la vie. Et j'ai réussi, et du coup, je suis sur ma lancée. Et ça, j'aime beaucoup. Ensuite, je me pose devant l'ordi, je peux commencer à bosser, et j'ai l'impression j'ai déjà de l'élan positif vers l'avant. Alors que c'était tout con, c'est des trucs qui deviennent automatiques. Mais j'en tire toujours les bienfaits, une année après, en tout cas, que j'ai commencé. Peut-être qu'un jour, ça me fera plus rien, parce que ça fera 20 ans que je fais mon lit et tout. Mais ouais. Et je ne faisais pas mon lit avant, quand j'habitais avec mon ex, typiquement. Je ne faisais pas mon lit le matin, elle non plus. Elle partait souvent avant moi, mais c'est vrai que je ne faisais pas le lit. Je sais pas trop pourquoi. C'était un peu plus le bordel. Bref, ça, c'est des trucs que j'ai changé.
Et je trouve ça trop bien. Faire son lit, c'est trop bien. C'est beaucoup mieux que de se dire, en fait, je le fais pas parce que ce soir, je vais le redéfaire. Mais tu vois, si tu pousses ce genre de raisonnement à l'extrême, c'est je fais pas mon lit ce matin parce que ce soir je le défais, moi je te dis, ok, moi je vais pas vivre ma vie du tout, parce que de toute façon je vais mourir, tu vois. Dans X années je vais mourir, du coup ça sert à quoi de faire des trucs entre deux si de toute façon je vais mourir? Tu vois, c'est la même chose. Faire son lit le matin, moi ça m'aide à profiter de ma journée, ça m'aide à profiter de ma vie, malgré le fait que je serais pas obligé de le faire. C'est plus de positif que de le faire, parce que c'est très peu par rapport à ce que ça me coûte, qui sont quelques efforts pour remettre ma couverture. Et je fais pas mon lit, je le lave pas, je le repasse pas tous les matins, tu vois. Je prends la couverture, je la secoue un coup, je la remets à sa place, et puis c'est mort, quoi, c'est fini. Donc, ouais, voilà, enfin bref, je t'encourage à trouver des petites choses comme ça qui t'aident à lancer la journée. Je vais pas te dire que je t'encourage à faire ton lit, parce que je pense que c'est quand même une bonne chose, et que c'est positif si tu le fais pas déjà. Ou en tout cas à reconnaître ces petites victoires que tu peux t'offrir le matin et qui t'aident à te lancer dans tout ça. Bref, si je suis parti un petit peu dans cette tangente de routine matinale, c'est parce que je parlais de l'ordre, je parlais d'ordre, je parlais de vide, et je trouvais que le vide, en fait, c'est une forme d'ordre. S'il y a rien quelque part, en tout cas chez moi, tu vois, c'est parce que j'ai décidé qu'il y avait rien ici, et donc c'est moi qui ai mis de l'ordre dans le sens où il y a rien, et ne pas posséder beaucoup de choses. Et bien ça aide à avoir plus de rien et plus de clarté mentale, je trouve. Et vraiment l'aspect clarté mentale là-dedans, c'est vraiment ce que j'aurais envie de pousser le plus comme étant le point le plus positif que moi j'ai retrouvé dans cette façon de faire. Un autre point positif que je trouve cool, c'est que en fait, le fait de posséder moins de choses, j'ai quand même moins de stress qui est lié à mes possessions matérielles. Comme le vol ou les dégâts ou abîmer les choses, etc. Déjà parce que je possède moins de trucs, mais c'est vrai que ça dépend aussi des gens forcément, et de l'attachement qu'on a et de la valeur qu'on accorde aux choses. Par exemple, j'ai mentionné ma voiture, j'aimais... Ouais, en fait, c'est même pas nécessairement que j'ai moins de stress parce que j'ai peur qu'on m'explose les trucs, c'est juste qu'en fait, il y a... Et ça, c'est quelque chose qui est recommandé par j'ai envie de dire, les gourous du minimalisme, qui est typiquement une des plus connues. Elle s'appelle Marie Kondo, qui est une asiatique. Je ne sais plus exactement de quel pays elle vient, peut-être du Japon, mais je ne suis pas sûr, qui a beaucoup démocratisé cela à l'international, et qui est même devenu un mème sur un truc en mode... en fait, elle ce qu'elle te dit de faire quand tu fais du rangement, parce que c'est un peu la reine du rangement, du coup, forcément, c'est tu prends un objet et tu te demandes, est-ce que cet objet crée de la joie en moi? Est-ce que j'ai un attachement émotionnel à cet objet ou pas? Si c'est pas le cas, alors c'est déjà un bon point pour éventuellement t'en débarrasser. Et la deuxième question à se poser, je pense que c'est son processus, en tout cas c'est un truc que je me demande moi, c'est d'accord, peut-être que je m'en balèque de cet objet, mais est-ce qu'il a une utilité fonctionnelle? Est-ce qu'il est utilisé pour certaines choses? Ma voiture, c'est exactement ça. Et en fait, là où je veux en venir avec ça, c'est que il y a moins de stress, peut-être parce qu'en fait, je sais pourquoi je possède la plupart des choses que je possède. Typiquement, j'ai certaines choses que je n'ai pas d'attachement émotionnel avec, mais qui sont très fonctionnelles, par exemple ma voiture. Et j'aime bien ça parce que je sais que ma voiture, elle est là pour m'amener du point A au point B. Voilà, balèque de à quoi elle ressemble, de l'image que ça renvoie ou quoi. Je m'en fous complètement. Et donc, si je me prends des poteaux avec ma voiture, je m'en fous. Et donc, j'ai aucun stress. J'ai aucun stress à conduire ma voiture en mode, oulala, si jamais je me prends un truc, elle va valoir beaucoup moins, je vais la revendre moins cher. Oulala, j'ai pas envie de la prêter à ma meuf ou à mon pote parce que j'ai peur qu'il me la raye ou quoi. Je m'en fous. Alors, prends ma caisse, fais ce que tu veux. Alors évidemment, si tu te prends un mur, ça va pas me faire plaisir. Mais si la voiture, elle fonctionne tout pareil, clairement, je vais pas m'énerver. Je suis pas du genre voilà, j'essaye d'être parcimonieux avec comment je dépense mon énergie d'énervement, et j'essaie de limiter ça au cas de force majeure, on dira. Donc voilà, tu vois, c'est en fait... C'est plutôt l'idée le fait d'être intentionnel avec certaines choses, du style ça je l'aime, j'aime cet objet, ou bien cet objet me sert beaucoup, et de catégoriser un peu ça, mais vite fait, tu vois, je te demande, enfin, tu vois, le but c'est pas d'être maniaque et d'être catégorique et d'être ultra, tu vois, nazi à propos de chaque objet que tu possèdes, on est d'accord, mais avoir ça pour les objets importants, j'ai envie de dire, ou certaines catégories d'objets, je trouve que moi ça m'aide à juste mieux savoir où placer ça dans ma tête en termes de ok, à quel point est-ce que je suis touché émotionnellement par cet objet, ou pas, à quel point est-ce qu'il me sert, voilà, et puis ça me permet de pas être stressé, parce que je sais en fait à quoi servent les choses, et j'ai pas peur pour elles,
pas spécialement, parce qu'il y a certaines choses auxquelles je suis attaché, tu vois. Il y a du coup, les objets que tu gardes, que tu aimes, ceux qui font naître de la joie en toi, comme dirait cette chère Marie, eh bien, vu que tu as fait le choix, en fait, tu les as choisis, ces objets enfin, tu t'es posé la question vite fait, rapidement, tu vois, t'as pris conscience, en fait, de pourquoi est-ce que je possède une voiture et quelle est son importance dans ma vie. Eh bien, tu as décidé d'avoir choisi. Moi, j'ai choisi que j'ai quelques t-shirts préférés que j'adore, que j'ai gardés encore aujourd'hui, qui sont troués de partout, que je n'ose plus mettre socialement maintenant parce que vraiment j'ai l'air... Enfin, tu vois, ils sont troués, les trucs sont vieux, ils sont usés de ouf, mais je les adore ces t-shirts. Du coup, maintenant, je les mets juste chez moi en mode pyjama, vite fait, mais je les aime ces trucs. Et du coup, quand je les utilise, quand je les porte, quand je les vois, eh ben, il y a un petit peu plus de plaisir ou de joie à l'utilisation de ces objets. Tu vois, c'est un petit peu plus intentionnel, un petit peu plus... tu sais un petit... Ouais, je sais un petit peu plus pourquoi est-ce que j'ai ces trucs dans mon armoire, et du coup, bah, quand je les vois, bah, je suis content. Voilà. Et c'est bien d'être content. Bah, j'aime bien être content. Et je crois que c'est un petit peu le but, le but qui est mis en avant par le minimalisme, c'est justement de garder des objets qui t'apportent réellement quelque chose, pour lesquels tu t'es plus ou moins, en tout cas, posé la question de pourquoi est-ce que je possède ça. Et si tu ne trouves pas de bonne raison, c'est peut-être que la réponse, c'est que tu pourrais ne pas t'encombrer de cela, littéralement. Voilà. Donc moi, j'ai des t-shirts que j'aime beaucoup. Après, j'en ai d'autres. Des fois, je trouve des nouveaux t-shirts et je me dis, tiens, il est joli. Je l'achète et je le trouve bien. Et alors maintenant, je veux mettre que des t-shirts unis. J'aime beaucoup les t-shirts unis. Je veux une couleur sur mon t-shirt, une petite poche quand j'ai envie d'être fancy, tu vois, vite fait. Mais voilà, les t-shirts avec des écritures et tout ça, j'ai un peu laissé tomber. J'aime bien mes t-shirts. J'aime bien le blanc, j'aime bien le bleu. Et puis voilà. J'aime bien les nuances de bleu. Tu vois, alors le bleu, j'aime beaucoup. C'est ma couleur préférée, si jamais tu savais pas. Hein, c'est peut-être relativement évident d'après mon branding, j'ai envie de dire, mais j'adore le bleu. Et du coup, je mets quasiment que des t-shirts blancs ou bleus. Et puis c'est vrai que, d'ailleurs, dans mes vidéos, à mon avis, tu peux aller voir, j'ai quasiment tout le temps des t-shirts blancs ou bleus. Et depuis que j'ai commencé même les vidéos, même dans ma vidéo minimaliste, dans ma vidéo sur le minimalisme, j'avais parlé de mes t-shirts, sauf erreur. Et du coup, ce que je fais maintenant, c'est que, à la fois, je trouve des t-shirts que j'aime bien, mais c'est vrai que j'ai moins d'attachement émotionnel à chacun de ces t-shirts. Pourquoi ? Parce que dès que je trouve un t-shirt unique que j'aime bien, j'en prends 2 ou 3, tu vois, directement, j'en prends 2 ou 3, comme ça, je mets toujours le même, et puis peut-être que c'est un peu de la masturbation mentale, tu sais, comme certains mecs connus qui te disent « Ah, je mets que des t-shirts blancs, comme ça, le matin, je n'exerce pas de discipline et de volonté pour choisir qu'est-ce que je mets comme t-shirt. » Même moi, j'ai balancé ça dans une vidéo, et c'est vrai, mais il faut pas abuser non plus. C'est pas juste pour ça, mais il faut reconnaître que quand t'as pas beaucoup de choix dans ta garde-robe, et que ça te dérange pas, tu te poses pas de questions sur tiens, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui ? Encore plus pour un mec comme moi qui passe ses journées tout seul à la maison, on s'en fout de ce que je mets. Moi, je m'en fous, tout le monde s'en fout, personne me voit, ou presque. Donc voilà, enfin ça j'aime bien, tu vois. Pareil, mon piano, j'ai un nouveau piano que j'ai acheté il y a pas si longtemps. Remplacer un très vieux piano que j'avais eu gratuitement si je le déménageais, tu sais, ce genre de bail où on te donne un piano si tu viens le chercher et que tu le débarrasses à la personne, parce que ça coûte cher de faire déménager un piano pour le jeter. J'avais eu ça il y a 10 ans et je l'ai gardé très longtemps et il était un peu pourri, il y avait même une note qui marchait pas. Bref, à mon dernier déménagement, je l'ai filé à un pote qui est venu le chercher gratuitement. Du coup, je l'ai refilé à quelqu'un d'autre pour ses enfants et qu'il puisse apprendre gentiment sans mettre trop de budget. Et j'ai acheté un bon piano, un piano neuf. Je suis très fier, je suis très très fier de mon piano. Je l'aime énormément déjà. Je passe énormément de temps à jouer dessus. J'adore ce piano. Et lui, j'aurais envie d'en prendre soin. Parce que c'est même pas nécessairement une histoire de fonctionnel, il faut pas en prendre soin, et puis émotionnel, il faut en prendre soin. Mais il y a quand même énormément d'émotions qui est attachée à ce piano, parce que quand je joue du piano, quand je joue de la musique, je peux faire naître des émotions, je peux créer des émotions à partir de rien. Avec mes doigts, j'appuie sur des touches, ça fait des sons, et ça me fait ressentir des trucs que je ressens pas autrement. Et du coup, je trouve ça trop cool. J'adore, c'est vraiment monstrueusement cool comme sensation. Et forcément, je reflète ce sentiment, je transfère ce sentiment positif à mon piano. Et du coup, j'adore déjà mon piano et voilà, j'y suis attaché. Et j'aurais pas envie, ce serait pas la fin du monde s'il prenait une énorme raye, tu vois. Ben voilà, je vais éviter parce que je l'aime bien, j'ai envie de le protéger, tu vois. J'ai envie de le garder pour toujours. Clairement, un bon piano, c'est un piano droit.
Mais c'est un piano Yamaha. Voilà, je leur fais même de la pub gratuitement parce que j'aime bien cette marque, hein. Que ce soit pour les motos, j'avais des Yamaha. Pour le piano, j'ai voulu prendre un Yamaha également. Eh bien, c'est des trucs qui durent longtemps et voilà, du coup, j'ai envie d'en prendre soin. Mais voilà, c'est tout. C'était vite pour discuter un petit peu du fait que savoir pourquoi tu utilises les choses, savoir pourquoi elles sont là. Avoir choisi cet objet pour telle ou telle fonction, pour tel ou tel souvenir, émotion qu'il fait naître, eh bien, ça permet de mieux en profiter et donc d'être plus... moi, je me satisfais mieux dans l'utilisation de certaines choses. Pas tout, hein, je choisis... Non, c'est con, j'allais dire, je choisis ma tasse de café vite fait et je m'en fous. C'est pas vrai. Et c'est pas vrai, je réalise là, maintenant, tout de suite, que des tasses de café, j'en ai genre 12. Tu sais, on a tous 12 tasses de café différentes parce qu'on nous les offre ou etc. Et je prends toujours les mêmes. Je prends toujours les 4 mêmes. Et c'est des tasses unies. Il y en a 2 qui sont roses, 2 qui sont grises. Et je prends toujours les mêmes. J'en avais une que j'adorais, que j'avais achetée en Nouvelle-Zélande. Je m'étais acheté en souvenir parce que j'avais été là-bas. Je l'ai ramenée et mon ex me l'a pété un jour. Et là, je me souviens, j'étais vraiment triste. Alors, j'étais triste 12 minutes. Je me suis un petit peu énervé. Je lui ai dit qu'elle aurait quand même pu faire attention. Elle a pété ma tasse. Ça faisait 4 ans que je l'avais et que je buvais mon café tout le temps dedans. 4 ans, même... Non, ça devait faire 4 ans, quelque chose comme ça. Et c'était vraiment ma tasse. Il y avait le drapeau néo-zélandais, la tasse était super belle, j'étais trop fier de ma tasse. Elle me l'a pété, j'étais un peu triste, j'avoue, j'ai même pas essayé de la recoller, mais elle était vraiment bien niquée. Et voilà, tout ça pour dire que, non, même mes tasses de café, j'éprouve de la joie à leur utilisation. Donc c'est tout ce que je t'encourage à faire également, à repérer pourquoi tu possèdes X ou Y, qu'est-ce qui te fait ressentir, et de cultiver ce sentiment positif à l'utilisation de ces objets. Voilà. Et puis, quelques derniers petits points positifs rapides. Typiquement, quand tu possèdes moins de trucs, c'est plus facile de se déplacer. C'est plus facile à court terme. C'est plus facile de faire des petits voyages avec juste un petit sac à dos quand tu vas faire 2 jours, 3 jours à Londres ou je ne sais où. Tu vois, t'as pas besoin, tu te sens moins contraint peut-être avec cette mentalité, entre guillemets, tu te sens moins contraint de prendre une valise en soute ou je sais pas quoi pour prendre 14 000 trucs inutiles dont tu n'auras pas besoin. C'est aussi plus facile de se déplacer de façon ponctuelle, typiquement un déménagement. Si tu as déjà fait un déménagement alors que ça faisait longtemps que tu n'en avais pas fait un, là tu te rends compte vraiment de tous les trucs que tu possèdes quand tu déménages. Et moi, ça a vraiment été à chaque fois des déclics quand j'ai déménagé pour me débarrasser de beaucoup de trucs. Et puis ceux qui poussent le truc très très loin, le minimalisme très très loin, et ça ce ne sera jamais mon cas je pense, c'est ceux qui éventuellement ils font la van life, tu vois, ils possèdent plus rien, ils ont toute leur vie dans un sac à dos, ils ont un van où ils sont un petit peu nomades comme ça, et ils kiffent leur life. Et ça c'est justement le genre d'extrême, on dira, que tu pourras aussi retrouver sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a pas mal de personnes qui font ça et qui montrent leur style de vie, et ça intéresse les gens, tout ce qui est un petit peu... tout ce qui est un petit peu pas trop normal, tout ce qui s'éloigne de la norme, ça intéresse, et c'est vrai que c'est stylé de voir comment ces gens ils font des vidéos sur leur sac à dos minimaliste de voyage. Il y en a 15 milliards des vidéos là-dessus, et limite tu te prends de passion pour le truc. Bon, aussi ils essayent de te le vendre parfois, donc tu vois, il y a toujours peut-être un petit peu des conflits d'intérêts auxquels il faut faire attention, et ça on va en parler. mais globalement c'est fascinant. Moi j'aime bien les gens qui sont passionnés par des trucs, donc voilà. Et puis voilà, de même, petit point positif, on a moins de problèmes à se sentir suffisant peut-être, où que ce soit et à tout moment. Typiquement, si t'es pris au dépourvu et tu dois vite partir faire quelque chose ou partir et t'as pas le temps de prendre grand chose, tu te sentiras moins nu en fait. Tu te sentiras moins tout nu. Tu vois, des fois, ça c'est peut-être un exemple qui m'affecte aussi. Sortir de chez moi sans mon téléphone, je me sens bizarre, je me sens pas entier limite. Ça, je pense que je suis pas le seul, et c'est quelque chose sur lequel j'avais travaillé typiquement quand j'avais fait 30 jours sans réseaux sociaux. J'avais justement entraîné le fait, vu que j'avais plus de réseau, mon téléphone était beaucoup moins utile tout d'un coup, et je le laissais chez moi en sortant, et ça allait en fait. Je me rendais compte que ça changeait pas grand chose à ma vie, mais voilà, enfin bref, ça peut un petit point positif en plus, on dira. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je vais vite mentionner l'opposé du minimalisme pendant qu'on y est, parce que j'ai une petite anecdote là-dessus. Il y a une maladie, et c'est une vraie maladie pour le coup, qui s'appelle la silogomanie. La silogomanie,
cette accumulation compulsive que certaines personnes ont. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler, si tu connais quelqu'un, chez lui c'est un bordel sans nom, il y a des choses, un bordel, et c'est subjectif, hein, du coup, de son point de vue c'est pas un bordel, il y a des choses énormes, il y a des tas de trucs partout, et les gens vivent là-dedans, et ça peut être une maladie psychologique, on dira. Quand j'ai travaillé dans cette institution pour personnes handicapées pendant 6 mois dans le cadre de mon service civil, quelque chose dont j'ai déjà parlé dans différents épisodes, il y avait un résident, quelqu'un qui habitait dans cet établissement qui était comme ça. Sa chambre, c'était incroyable. J'avais jamais vu ça. Il y avait je ne sais combien, je sais pas, 200, il y avait une étagère remplie, mais bourrée. Quand je te dis remplie, c'est bourré de sacs de courses. Tu sais, le raisonnement qui est « Ah bah, le sac de courses, je le garde parce que ça peut toujours servir. » Sauf que quand ça devient maladif, le mec, il en avait 200 dans sa chambre. Et c'était le genre de personne qui ne pouvait rien jeter. Tous les journaux étaient là. Tous les journaux qu'il a jamais mis dans sa chambre étaient là. C'était incroyable. C'était incroyable. Et ces personnes, quand tu leur demandes où est quelque chose, souvent elles le savent. Elles vont chercher sous la pile au nord-ouest de la pièce, sous la pile à gauche et tout, et ils trouvent, tu vois. Donc ça peut être un genre de bordel organisé parfois, mais bon, est-ce que c'est sain ? Probablement pas. Donc voilà, bah, tu sauras ça. Hein. Pour ta culture générale, tu pourras balancer ça en soirée bientôt. Tu pourras dire hey, vous savez ce que c'est que la silogomanie ?» J'espère que tu le prononceras mieux que moi. Ouais, bref, ça c'était pour la petite anecdote. On va maintenant passer au point négatif du minimalisme. Parce qu'il y en a, évidemment, comme souvent, quand on va trop dans les extrêmes, comme je l'ai mentionné. Alors après, personnellement, j'en vois pas vraiment, pour moi. Tu vois, je vois pas vraiment de point négatif. Pourquoi ? Parce que j'essaye justement consciemment de juste prendre ce qui me convient là-dedans. C'est pour ça que je ne vais pas dire je suis un minimaliste. Tu vois, j'essaye d'éviter les étiquettes à me poser ou les boîtes dans lesquelles je vais me ranger ou me contraindre et qui vont me forcer à me conformer, peut-être en dehors de ma volonté. Et voilà, j'ai déjà fait des expériences avec mon alimentation typiquement à ce niveau. Et c'est de là que j'ai appris un petit peu ça. Quand j'ai fait 30 jours végétalien et qu'ensuite je suis devenu végétarien. Et je ne suis pas végétarien, tu vois, à nouveau. Ce terme végétarien, je l'utilise pour moi uniquement quand c'est la vie pratique. Quand c'est pratique au restaurant de dire à quelqu'un en un seul mot pourquoi moi je ne vais pas manger ça, entre guillemets. Je mange pas de viande jeudi généralement ou quoi. Bref, on s'en fout, j'ai même pas d'intérêt à en parler. C'est juste que cette expérience-là m'a fait me réaliser, bah non, j'ai pas envie d'être végétarien, j'ai pas envie de me contraindre à quelque chose. On dira, et ça c'est juste mon choix, chacun fait comme il veut, c'est ça que j'aime bien penser. Mais du coup, pour le minimalisme et d'autres trucs du genre, c'est la même. Du coup, je prends ce qu'il y a à prendre, ce qui me va bien. Tout ce que je trouve un peu trop extrême ou pas pour moi, eh ben, je le prends pas. Et voilà. Et voilà. Et justement, les points négatifs, j'aurais envie de dire, c'est peut-être quand tu prends les choses trop à l'extrême pour toi sans peut-être t'en rendre compte. Parce que tu vois, j'ai mentionné l'alimentation. Bah, quand t'es vegan, quand t'as l'impression d'être vegan, quand t'es un hardcore vegan où t'as toutes les étiquettes que tu t'es collées, etc., c'est personne qui peut-être, tu vois, parfois on a tendance à comparer certains de ces mouvements à des religions, à des sectes, à ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que les gens sont extrêmes, parce que les gens, t'as l'impression qu'ils font de la propagande pour leur truc, ils essaient de te convertir. Quand tu tombes là-dedans, j'aime penser que ça peut être un point négatif, en tout cas du point de vue de ton entourage. Ça peut être ressenti comme quelque chose de négatif, je pense. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance à juste recommander en fait de rester conscient dans tout ça et d'essayer de garder le contrôle qu'on a sur pourquoi on fait certaines choses. Il y a certaines choses sur lesquelles on n'a pas trop de contrôle. Évidemment, il y a des choses qu'on est obligé de faire pour X ou Y raison. Mais voilà, le nombre de t-shirts que tu possèdes, pour prendre un exemple facile, ce que tu décides de commander au restaurant, ça concerne un peu que toi. Donc là, tu as le contrôle. Si tu as envie de savoir pourquoi, tu as le droit, et j'aime penser que c'est une bonne chose de se poser la question et de remettre un petit peu en question certaines actions ou certaines choses, certains status quo comme ça, notamment certaines choses qui sont là depuis très longtemps. Ça peut être pas mal de temps en temps de faire un petit check-up mental comme ça et de se demander mais pourquoi en fait ? Pourquoi est-ce que je fais ça ? Et c'est exactement ce que j'avais fait au moment où je me suis dit tiens en fait je pense que je vais arrêter de manger de la viande parce que je regardais ma consommation et pour différentes raisons qui me regardent et que j'ai déjà mentionné en plus de toute façon, je me suis dit tiens mais en fait je pourrais essayer de faire ça différemment. Mais du coup
il faut que je remette en question le système automatique et intégré depuis longtemps qui est de ce que je mange, pourquoi est-ce que je le mange, les courses que je fais, elles vont changer aussi. Toutes ces choses qui deviennent un petit peu immuables. T'as l'impression que c'est un peu immuable ce que tu manges. Pourquoi ? Parce que ta mère t'a toujours acheté ça et qu'ensuite toi t'achètes la même chose sans te remettre en question vraiment de pourquoi tu fais ça, pourquoi t'achètes ça, dans quel but. C'est juste que t'as jamais pensé à te dire qu'il y avait peut-être d'autres options et comprendre ces options et avoir l'impression de choisir, c'est assez gratifiant et c'est une bonne chose pour vivre. Pour vivre assez heureux, moi je trouve en tout cas. En tout cas, je balance mes petits tips pour essayer d'être heureux. J'ai l'impression d'être très heureux dans ma vie. Du coup, voilà. Du coup, j'en parle aussi parce que je trouve ça cool. J'aime bien quand je rencontre des gens qui me disent qu'ils sont heureux dans leur vie. Putain, je trouve ça stylé. Je trouve ça trop cool. C'est trop cool d'être heureux. Enfin bref, peut-être que d'avoir l'impression de comprendre. En fait, c'est toujours ça. C'est limite ça, en fait, j'ai envie de dire. Pourquoi est-ce que je suis heureux dans tout ça ? Parce que j'ai l'impression de donner du sens, en fait, à beaucoup de ces choses que j'achète, que j'utilise, que je consomme ou quoi. Enfin, tout ça tous ces trucs qui concernent que moi. Ça concerne que moi, mais ça me regarde. Et quand je me pose certaines questions, je réalise que j'ai déjà fait la réflexion de pourquoi. Et pourquoi, répondre à la question pourquoi, littéralement, c'est la meilleure question que tu peux te poser à tout moment pour trouver du sens dans quoi que ce soit que tu fais. Et en tant qu'être humain, d'autant plus dans notre société actuelle, avec des options illimitées, avec des choix dans tous les sens, avec une surconsommation qui est propagandée un petit peu partout aussi, eh bien, on s'y perd plus facilement, c'est plus difficile de trouver du sens. Quand tu choisis quelque chose, ça veut dire que tu renonces aux 14 000 autres trucs, et du coup, c'est plus facile de te dire « Ah mais merde, et si j'ai pas choisi la bonne ?» Et si, en fait, c'était pas cette option-là, mais c'était la 27e que j'aurais dû prendre. Bref, ça j'en ai aussi parlé dans un autre épisode. Purée, le nombre d'épisodes que je peux référencer dans celui-là. Mais bientôt, j'aurai plus de trucs à raconter. Il faut en profiter. J'espère que je vais réussir à arriver au numéro 100 parce que purée. Bon, c'est bien, ils sont tous un peu interconnectés ces épisodes. Faut croire que ça nourrit un écosystème d'épisodes, je sais pas. Mais l'épisode sur le sens de la vie qui s'appelle Trouver du sens à sa vie, qui était d'ailleurs basé sur un livre, j'en avais parlé là-dedans, donc je vais peut-être pas plus m'attarder là-dessus. Mais voilà, avoir conscience des trucs, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Et du coup, je parlais juste avant de petits check-up réguliers, mentaux à se faire pour juste se redemander si cette façon de faire qu'on fait depuis longtemps, on n'a pas envie de la remettre en question rapidement. Et ben il y a certains de ces check-up, par exemple quand j'ai parlé des déménagements, les déménagements pour moi ça a été des check-up forcés en fait, de tout simplement t'es obligé de vider ton armoire que t'as pas, t'es obligé de vider ce tiroir où tu balances tout et n'importe quoi depuis 10 ans, t'es obligé de l'ouvrir et de le vider au moment où tu déménages, donc t'es un peu obligé de te demander en fait je mets tout ça dans un sac pour l'amener dans ma prochaine baraque ou dans mon prochain appart. En fait ce truc il est vraiment dans ce tiroir depuis 10 ans et c'est justement le moment où c'est le plus difficile de ne pas de ne pas remettre en question ces choses. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça très très cool de déménager. Et à chaque fois, je me sentais tellement bien. Mon dernier déménagement, là, en juillet, j'étais tellement content de prendre des trucs et de les mettre dans des sacs que j'allais aller apporter au textile à donner ou aux autres trucs, là. J'étais tellement content de me débarrasser de mes trucs. À chaque fois que je me débarrassais d'un truc, j'étais j'en laisse tomber des trucs. J'étais content. Après, évidemment, ça, je suis justement pas en train... c'est normal. Enfin, ça me regarde, j'ai envie de dire. Moi, je me sens bien quand je fais ça. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui aiment bien posséder des trucs. Et il n'y a pas de mal, d'autant plus si elles savent, si elles savent pourquoi elles se sentent bien avec les choses qu'elles ont. C'est justement... Tout est question de répondre un petit peu au pourquoi. Voilà, on y revient. Bref, pour en revenir à ce point positif qui est d'aller dans les extrêmes, ce point négatif qui est de faire attention à ne pas aller dans les extrêmes, justement, voilà, se sentir... puisqu'on a regardé... c'est pas parce que t'as regardé 12 vidéos sur le minimalisme, que t'as lu 2 livres, que tu te dis, ça y est, maintenant il faut que je tèche tout, il faut que je jette tout ce qui n'est pas utilisé au moins une fois toutes les 3 semaines, je vais m'en débarrasser. Non, pas forcément. Tu vois, moi, j'avais quelques trucs, j'avais de la merde qui traînait dans ma cave, que j'ai réalisé quand j'ai déménagé. Mais voilà, tu vois, là, il y a certains trucs que j'ai repris, que j'ai remis dans ma nouvelle cave. Et puis voilà, ils sont loin de mes yeux, ils sont loin de mon esprit, donc ça me dérange pas. Même si j'utilise pas certaines de ces choses, elles sont dans ma cave et il y a pas
moi je le vis bien, donc je me dis pas oh là là je ne suis pas minimaliste parce que ma cave il y a des trucs inutiles dedans. Non, on s'en fout. Fais simplement les choses prends simplement les choses qui te semblent bonnes pour toi et ne te sens pas contraint, d'autant plus pour des trucs un peu futiles comme le minimalisme, tu vois. On n'est pas en train de parler de la vie ou la mort des membres de ta famille, on est juste en train de parler de est-ce que tu gardes un truc dans ta cave ou pas. Il y a pas mort d'homme si tu le gardes. À partir du moment où si t'es bien avec ça, il y a aucun souci. Moi je suis bien avec le fait qu'il y a rien dans ma cave, et même si un minimaliste hardcore me dirait mais tu n'es pas du tout minimaliste, Eric. Eh ben non, voilà, effectivement, bien vu, bien dit, mais ça ne m'empêche pas d'avoir envie d'appliquer certaines choses que toi, hardcore, tu attribues à ton way of life. Enfin bref. Deuxième petit point négatif du minimalisme, on dira, c'est que comme pour certains mouvements à succès, il y a toujours certaines personnes qui peuvent essayer de profiter un peu de ces mouvements, comme tous les mecs qui inventent des régimes avec leur nouveau livre, avec un nom spécial marketing, le XY Diet, le régime machin truc muche. Il y a toujours des gens qui essaient de profiter un petit peu, et force est de reconnaître, alors moi, je suis pas ultra éduqué là-dessus. Je me base pas mal aussi sur une vidéo que j'ai vue, que je vais mentionner juste après, que j'ai trouvé très bien. Mais par exemple, la figure de proue que j'ai mentionnée avant, comme Marie Kondo, elle aurait une boutique e-commerce qui te vendrait énormément de choses, énormément d'objets. Et tu vois, et c'est elle, la reine du minimalisme, qui te vend plein de trucs plus ou moins inutiles. Elle te vend plein de trucs pour remplir ta maison. Tu vois, sauf que c'est vendu sous l'aspect du marketing de je te vends cette spatule à cuisine, mais c'est une spatule que tu vas acheter et qui va te remplir de joie. C'est un objet unique. Ils sont beaux, évidemment, tous ces objets qu'elle vend. C'est du beau bois, c'est des machins, c'est super cher. Évidemment, on sait très bien que les gens typiquement les minimalistes, j'aurais envie de dire, les quelques possessions qu'ils se complaisent à avoir, eh bien c'est quelque chose d'important pour eux. Et c'est justement ce qui était dit dans cette vidéo. Et cette vidéo, c'est la vidéo de Stan Leloup, de Marketing Mania, sur la chaîne YouTube Marketing Mania. Je vais la mettre dans les notes de l'épisode. Une très bonne vidéo d'une 20aine de minutes de ce cher Stan qui parle du minimalisme et qui parle un petit peu des dérives justement de tout ça. Notamment la dérive qui est que les minimalistes, quand ils vont trop à l'extrême, c'est pas qu'ils se plaisent dans le fait de ne pas avoir d'objets, c'est qu'ils révèrent à outrance les quelques objets qu'ils ont. Tu vois, quand tu pars un petit peu dans ce délire-là de je possède pas beaucoup de choses, mais ces choses elles sont tellement importantes, c'est toute ma vie, etc. Bref, j'ai pas envie de trop le paraphraser, mais j'avais trouvé ça très intéressant. Lui, il a bien fait son travail, mais Stan, c'est un boss. Hein. Ce mec, c'est un boss. Moi, j'adore ce qu'il fait. Ce mec, si jamais on me demande des fois, ouais, tu écoutes quoi comme podcast, tu regardes quoi ? Moi, j'adore le marketing. Lui, il fait des vidéos d'analyse de marketing sur YouTube. Il a un podcast qui s'appelle Marketing Mania, où c'est de l'entrepreneuriat et du marketing. J'aime beaucoup ce qu'il fait et j'espère l'avoir un jour sur le podcast d'ailleurs. Donc voilà. Son livre aussi, je l'ai lu. Enfin bref, j'aime beaucoup ce mec. Et il fait des très bonnes vidéos là-dessus. Il en a fait une là-dessus et il parlait justement de Marie Kondo qui vendait tous ces trucs sur sa boutique e-commerce et qui te vend cette spatule de cuisine super chère dans l'idée que tu vas jeter la tienne et tu vas la remplacer par celle-ci qui coûte plus cher, mais celle-ci tu vas être heureux en la voyant. Tu vois, c'est pousser le truc un petit peu plus, peut-être un poil trop loin, hein, typiquement les rois du minimalisme, ceux qui ont propagé ça et ceux qui ont fait connaître ça de ouf, il y en a qui sont devenus sacrément riches, tu vois, grâce à ça. Être très très riche, même quand on est minimaliste, ça peut peut-être créer un peu des conflits d'intérêts chez certaines personnes, des nouvelles remises en question, tu vois. Donc j'aime autant dire, il vaut mieux rester sur ses gardes quand même, pas trop s'attacher à une idée, à un mouvement, à un objet, ou même à une personnalité publique qui pourrait essayer à terme d'utiliser ce lien pour son profit à elle, au détriment du tien. Même Eric Flack, putain, fais gaffe à lui. Fais gaffe à Eric Flack, tu vois. Lui, il te raconte des trucs dans son podcast, il partage des machins, mais tu dois prendre juste ce qui te semble utile à toi. Approprie-toi ces idées. Je vais reparler de moi à la première personne. Approprie-toi les idées que je balance comme ça, qui s'appliquent à ma vie. Et prends-les pour toi, mais donne-toi le crédit à toi. Donne-toi le mérite à toi d'avoir commencé à faire du sport, d'avoir commencé à écouter des podcasts et que tu trouves ça cool, t'as l'impression d'apprendre des trucs. Tout ça, c'est pas grâce à X ou Y, c'est pas grâce à Eric Flack, c'est pas, tu vois, c'est toi. T'as le droit de t'accorder le crédit et tu devrais tout ça, t'accorder le crédit de tout ça, sans trop t'attacher émotionnellement à la source
de là où tu as tiré ton inspiration, on dira. Tu vois, je pense que c'est mieux. Je pense sincèrement que c'est mieux pour toi. Et je te dis ça pourquoi ? Je te dis ça parce que je le pense pour moi, que moi-même, j'essaye de ne pas trop, voilà, de faire attention quand même un petit peu, à pas trop m'attacher à X ou Y chose ou personne, parce que j'essaye de me protéger, on dira. Parce que quand on s'est fait avoir une ou deux fois, on fait peut-être un petit peu plus attention. Et vu que dans ce podcast, je dis ce que je pense, et voilà. Et voilà ce que je pense en toute honnêteté. Par exemple, Eric Flag, pour aller encore plus loin, il te parle de minimalisme, mais en même temps, il te fait de la promo pour que tu consommes et que tu achètes des équipements dans sa boutique. Parce qu'en ce moment, il y a des promotions de fêtes de fin d'année dans toute sa boutique d'équipements. Tu vois, le mec, il fait des promotions pour la fin de l'année. Le paroxysme de la surconsommation. Voilà, c'est pour ça, tu vois. Pareil, voilà, fais gaffe à moi. Fais gaffe à moi. Qu'est-ce que je fais ? Je suis en train d'argumenter contre moi-même, là. Enfin, ouais, je vais m'arrêter là, on va pas partir trop loin là-dedans. Mais tout ça pour dire, voilà, garde conscience des choses et ne n'avale pas tout rond ce que tu entends X à gauche ou à droite ou quoi. Bref, je recommande cette vidéo de Stan Leloup qui est très très bien. Il y a plein d'autres trucs qui sont sympathiques, voilà. Ces documentaires sur le minimalisme, ça te donne un petit shot, tu vois, un petit boost de motivation quand tu regardes ces documentaires, parce que c'est pas de la propagande, on est d'accord, mais c'est bien présenté, c'est joli, c'est cool, ça te donne envie, les mecs te donnent envie de posséder moins de trucs. Du coup, t'as envie de faire comme eux et tu te dis ouais, trop bien, je vais acheter des trucs, je vais me sentir bien, et ça marche. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça cool. Je vais rapidement terminer cet épisode sur quelques petites idées, si tu veux t'y mettre un petit peu gentiment, si t'as envie d'engranger un petit peu ce processus de minimalisation dans ta vie, et que voilà, tu veux tester des petites méthodes, des petits challenges qui sont un petit peu plus ludiques. Tout ça, c'est des trucs que j'ai rien inventé du tout, hein. J'ai entendu ça soit dans ces documentaires, soit dans des vidéos, soit dans un ou deux livres que j'ai lus là-dessus. Y avait un challenge du style, tu fais un challenge de 30 jours de minimalisme. Le premier jour, tu te débarrasses d'une chose. Tu ouvres un tiroir, tu t'enlèves un vieux peigne qui traîne dans le tiroir de ta salle de bain, tu le prends, tu le jettes parce que personne n'en voudra, ou tu le donnes, tu vois, je sais pas, mais tu te débarrasses d'un truc. Le deuxième jour, tu te débarrasses de 2 trucs. Le troisième jour, tu te débarrasses de 3 trucs. Et le 30e jour, tu te débarrasses de 30 trucs. Tout ça, ça fait 465 trucs au total. Et là, t'as l'impression, mais attends, c'est monstrueux, 465. C'est vrai que c'est pas rien, mais en fait, ça peut aller vite. D'autant plus si tu comptes une chaussette comme étant une chaussette, bon, tu peux te débarrasser d'une paire et te dire que c'est qu'une seule. Mais en fait, on est surpris quand on regarde autour de soi, là où on habite. Très souvent, quand on n'a jamais pensé à ça, on est surpris de la quantité de trucs qu'on possède. Que ça soit, tu ouvres un vieux tiroir de commode où tu balances n'importe quoi, rien que là-dedans, si tu fais le tri, tu vas compter 60 trucs, tu vois. Dans un tiroir, tu vas compter 60 trucs parce que tu as une épingle, tu as un vieux stylo, tu as 14 modes d'emploi de machine à café que tu ne possèdes plus depuis longtemps, mais tu as gardé les modes d'emploi et les garanties. Tous ces machins, ça s'accumule très vite. Et donc 465, c'est pas tant que ça. Donc si jamais ça te chauffe, tu peux faire ça en faisant moins. Enfin, à toi de créer les règles du jeu, tu vois, mais ça peut être un moyen amusant de faire ça. Tu peux le faire avec quelqu'un d'autre, ça peut être marrant. Un autre challenge que j'ai entendu, je crois que c'est dans le 2e documentaire, c'est le challenge du déménagement. L'idée, c'est que tu mets tout ce que tu possèdes, tu le mets dans des cartons, et tu laisses les cartons chez toi, et tu continues d'habiter dans le même endroit. Et dès que tu as besoin de quelque chose, tu ouvres le carton que tu as étiqueté avec ce qu'il y a dedans, tu l'ouvres et tu prends ce dont tu as besoin, tu l'utilises et ensuite tu le remets à sa place, là où il était avant. Et en fait, c'est ce qu'ils disent là-dedans, et c'est très certainement vrai, tu vas te rendre compte au bout de quelques jours ou même de quelques semaines, si jamais tu tiens, parce que c'est hardcore comme challenge, que 80% de tes cartons, ils n'ont pas été ouverts. 80% des trucs, ils sont restés dedans. Tu vois, et ça c'est le genre de bail que j'aime bien. Donc j'ai failli le faire. J'ai failli faire ça à mon dernier déménagement. Puis ensuite, je me suis ravisé parce que c'est trop compliqué de vivre dans des cartons comme ça. Ça me saoulait, j'avais trop de trucs à faire. Donc j'avais pas envie d'avoir à faire mon déménagement avant de le faire. Quoi qu'il en soit, je trouvais ça marrant. Et puis voilà, rien ne t'empêche justement d'adapter ça à quelque chose de moins extrême, de moins sensationnel à mettre comme dans un documentaire. Par exemple, tu fais ça avec ta penderie, tu fais ça avec une partie de ta maison. Le tiroir inutile ou toute la commode ou tous tes vêtements, tu mets tout dans un carton ou dans plusieurs cartons. Tu les laisses dans ton armoire typiquement, et puis ou alors tu les mets à côté de l'armoire. Tu sors que ce dont tu as besoin, puis tu te dis bon ok, dans 3 semaines, je fais le check, je regarde tous ces trucs, je garde 1 ou 2 machins que j'ai laissés dans les cartons parce que je les aime bien, mais le reste j'en ai manifestement pas vraiment besoin. Tu vois, ça peut être quelque chose comme ça.
D'ailleurs, cette astuce de compartimenter le rangement par catégorie, du style la salle de bain, la penderie, la cuisine, le garage, tu vois, de séparer tout ça par pièce, par meuble ou par type d'objet, c'est pas mal le genre de conseils qui sont donnés dans beaucoup de vidéos YouTube sur comment s'y prendre avec tout ça. Parce que tu te dis, ok, par où je commence ? Bah, en fait, tu peux séparer un peu tout ça. Tu te dis, bah ok, aujourd'hui, je vais simplement faire ce tiroir de cette commode, le tiroir fourre-tout où je balance tout et n'importe quoi. Je vais juste essayer de ranger ça. De me débarrasser du coup d'un paquet de trucs et je vais sûrement m'en rendre compte. Et puis tu prends les choses les unes après les autres. Peut-être que les vêtements, c'est ce qui te fait le plus peur parce que tu as l'impression d'adorer ça, parce que tu possèdes 42 paires de chaussures. C'est possible, il y a certaines personnes qui possèdent beaucoup de chaussures. Et il y a sûrement pas de mal, hein. Moi j'ai plein de jeux vidéo, il y en a qui ont plein de chaussures, c'est juste que moi en tout cas mes jeux vidéo prennent un peu moins de place. Mais voilà, tout ça pour dire, ça peut être adapté à ta situation, à ton échelle, à ce qui te semble intéressant pour toi. Voilà, j'arrive gentiment au bout de cet épisode quand même. Une autre ressource que j'ai envie de mentionner, que j'ai trouvé très très cool, c'est un livre qui s'appelle Essentialism, Essentialisme, on dira, de Greg McKeown. Alors c'est très compliqué à écrire tout ça. Je vais le mettre dans les notes de l'épisode. C'est un livre très connu, très populaire, très très bon livre, qui parle d'essentialisme, on dira, mais qui est quelque chose qui partage énormément de valeurs et de principes avec le minimalisme, qui est encore plus viral, on dira. Et en fait, il parle de beaucoup de choses qui vont au-delà des possessions matérielles. Il parle vraiment de se concentrer sur l'essentiel dans sa vie. Et c'est là que tu vois les similitudes avec le minimalisme. C'est que l'essentiel, en fait, l'image qu'il utilise, et d'ailleurs c'est celle qu'il y a sur la couverture du livre, je crois, c'est que si tu fais un tout petit peu d'effort dans 10 000 choses différentes qui vont dans tous les sens, eh ben, tu restes sur place parce que en même temps, t'es tiré dans tous les sens parce que tu bouges un tout petit peu dans tous les sens, mais au final, tu restes sur place. Alors que si tu concentres tous tes efforts dans une seule direction, eh bien là, tu peux avancer. Et donc, si tu trouves éventuellement la direction qui te plaît, si tu te recentres sur l'essentiel, eh bien, tu peux avoir l'impression d'avancer, de savoir pourquoi, d'être heureux, tous ces trucs-là. Donc, je recommande ce livre que j'ai lu 2 fois, je crois. Bref, il est vraiment cool. Il est sur ma bibliothèque. Je l'ai acheté fièrement. Ça, voilà, je précise un dernier truc, parce que j'y pense juste maintenant. Avant, je lisais tous mes livres sur Kindle, parce que je me disais, ouais, c'est trop cool, ça prend pas de place, tout ça. Et maintenant, je me complais. Je suis le genre de mec qui se complaît à remplir une bibliothèque physique. Je lis tous mes livres sur papier maintenant parce que j'aime ressentir le papier, l'odeur d'un livre neuf, toutes ces conneries, entre guillemets, tu vois. Je suis un vieux. Et tu vois, chacun ses bails, chacun ses trucs, et moi je prends du plaisir là-dedans et j'aime posséder ces livres parce que je les trouve cool. Moi j'adore les livres, j'adore les lire et j'ai envie qu'ils aient une représentation, j'ai envie qu'ils soient sur mon étagère parce qu'il n'y a rien sur mon étagère, qu'on se le dise, j'ai rien à y foutre sur mon étagère, donc j'ai envie d'y mettre des livres et en plus je les vois, ces livres, ils me rappellent des bons souvenirs, ou ils me rappellent des trucs que j'ai lus dedans et que j'ai envie de garder en tête. Et je les trouve juste jolis et je me complais dans l'idée de posséder des livres. Voilà, tout simplement. Je me complais dans l'image que je peux renvoyer aux gens qui voient ma bibliothèque et qui se disent « Ah ouais, ce mec, il lit des livres, il doit être intelligent. » Je me complais là-dedans et j'en suis conscient et je le fais par choix. Et je trouve ça très bien. Donc, je t'encourage à te complaire dans ce que tu fais également, si ça fait de mal à personne. Honnêtement, à mon avis, c'est tout bénef. Donc voilà, toutes les ressources que j'ai mentionnées, je balance ça en description. Tous les livres, les vidéos que j'ai mentionnées, je vais essayer de rapatrier tout ça dans les notes de l'épisode au cas où il y a un truc que tu aurais envie de creuser un petit peu plus. Et puis j'arrive à la fin de cet épisode. Comme d'hab, c'était relativement long. Je pensais pas que ce serait aussi long, mais bon. Change pas un format qui manifestement ne déplaît pas. Donc on continue là-dessus. Merci beaucoup pour ton temps et ton attention. C'est les promos sur la boutique Eric Flag, ericflag.com, tout ça, ça soutient le podcast, hein, clairement. Si tu vas acheter des trucs et que j'allais dire si tu me donnes de l'argent, mais c'est un peu exagéré, n'exagérons rien. Si tu achètes quelque chose pour lequel tu sens que tu vas avoir une fonctionnalité, il y a des objets fonctionnels sur ma boutique, c'est surtout fonctionnel. Rien ne t'empêche d'accorder beaucoup d'affection à ces objets et de les utiliser pour t'améliorer, parce que c'est vrai que moi j'ai mes vieilles parallettes, tu sais,
putain, je repars dans une histoire. Allez, 30 secondes, l'histoire. Quand on a fondé cette boutique, eh bien forcément, il fallait créer les objets. Les objets, c'est moi qui les objets. Les équipements, c'est tout moi qui ai créé, centimètre au centimètre près. C'est tout moi qui ai conçu. Et forcément, je recevais les samples, je recevais les prototypes du fournisseur chez moi pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et j'ai toujours les toutes premières parallettes que j'ai reçues. Et c'est un symbole, tu vois, c'est le symbole de la naissance de cette belle aventure qui a été de lancer une boutique e-commerce d'équipements de sport, de street workout, des objets que j'ai voulu fonctionnels justement, et c'est pour ça que jusqu'à présent, je garantis pas que c'est pour toujours, que jusqu'à présent je n'ai pas eu envie de vendre des vêtements, parce que pour moi les vêtements, comme tu l'as compris, c'est pas très important, ça peut être très bien pour un aspect communautaire, mais personne n'a besoin d'un t-shirt, on en a tous plein des t-shirts. Quand tu achètes un t-shirt aujourd'hui, c'est parce qu'il te fait ressentir des trucs, parce que c'est une marque de luxe, parce que c'est la marque de ton youtubeur préféré, tu vois, je sais pas, mais voilà. Enfin bref, on s'en fout. Tout ça pour dire. Merci beaucoup pour ton temps et ton attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une petite discussion, une petite interview, une très bonne petite discussion qui a été filmée, qui sera également sur la chaîne YouTube du podcast, bien entendu. Et voilà, si un épisode du podcast te plaît, tu as envie de propager les good vibes, tu te dis c'est cool, c'est de la valeur, j'ai envie de propager la valeur parce que le message résonne en moi, eh bien tu peux le partager littéralement sur Instagram, c'est très très cool, c'est ce qui marche le mieux pour le bouche à oreille du podcast. Ou tu peux aller sur iTunes, laisser une petite review, tu mets le nombre d'étoiles que tu trouves cool, si tu as trouvé ça très cool, tu mets 5 étoiles et tu me partages ton opinion, et moi j'en prends bonne note et ça me fait plaisir. Que ça soit très positif, que ça soit constructivement critique, franchement je prends tout. Donc voilà, je m'arrête là-dessus. Merci pour ton temps, ton attention, on se retrouve jeudi prochain pour un prochain épisode. En attendant, travaille bien, prends soin de toi. Ciao.